L'OCA est très heureux de vous accueillir pour cette conférence organisée en collaboration avec MSF Canada, qui va prendre en fait la forme d'une conférence débat autour de l'Ebola. Donc les derniers chiffres de l'OMS faisaient état de 24 872 personnes infectées et de 10 311 décès depuis le début de la crise en décembre 2013. Donc comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce dont on va discuter ce soir avec Marie-Michèle Houle, qui est infirmière pour MSF Canada, et Jean-Pierre Tachereau, qui est ancien chef des opérations d'urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, et qui ont gentiment accepté de se joindre à nous ce soir. Avant de débuter la discussion avec donc, nos travailleurs humanitaires, je vais donner la parole à Abdoulaye Baniré Diallo, qui est professeur ici à l'UQAM, au département informatique, et coordonnateur du mouvement de la diaspora contre Ebola de Montréal. Il va nous parler brièvement de comment cette crise a été vécue par la population guinéenne. Donc pour rappel, la Guinée, elle fait partie des 3 pays les plus touchés par Ebola. Elle a décrété d'ailleurs ce samedi l'urgence sanitaire dans 5 de ses provinces, là où de nouveaux cas ont été détectés ces dernières semaines. Elle comptabilise à ce jour 2263 décès. Donc Abdoulaye. Merci pour l'invitation, merci pour cette initiative qui est vraiment noble, et je suis très fier au fait de rencontrer des gens qui ont été sur le terrain et qui ont donné de leur temps pour secourir des gens qui ne connaissent pas. Je pense que c'est vraiment généreux et merci beaucoup. Donc, j'aimerais prendre 2 minutes pour parler de ce que nous avons vécu, nous, en tant que Guinéens, moi. J'ai mon ami Abouakar qui est ici, qui est malien. En tant que personne de la diaspora, mais également ce que nos parents ont vécu directement en Guinée. Cette crise a commencé bientôt, ça fait plus d'1 an. Et plusieurs éléments sont associés à la gestion de la crise. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir, de discuter du probable échec de l'aide humanitaire ou ainsi de suite. Mais cet échec-là peut être vu sur le regard aussi des gens de la diaspora qui se posent la question, lorsque la crise a commencé, et quels sont les effets qui sont associés à ça. Nous particulièrement, ça a été dur, je ne peux pas vous le dire, pour différentes raisons, parce que même si on ne vient pas des régions qui sont touchées, nous avons des amis, des parents, mais également à cause de la stigmatisation. Stigmatisation qui se situait à différents niveaux. Donc, à certains éléments, ici, il y a eu plusieurs Guinéens, Maliens, et d'autres communautés jusqu'en Afrique centrale camerounaise, des Québécois, qui ont décidé de s'unir ensemble pour créer un mouvement, avec l'aide de l'association aussi des Guinéens du Canada, qu'on a appelé le mouvement des Fers Ebola, et pour voir comment, au fait, des éléments de la diaspora peuvent s'impliquer dans la lutte, au niveau, à un niveau qu'on pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de l'humanitaire. C'est au niveau de la sensibilisation directe. La diaspora des pays tels que la Guinée, par exemple, 90% de la diaspora est en contact avec des gens qui vivent à l'intérieur du pays. Parce que c'est le seul moyen pour eux d'avoir tous les mois de l'argent pour vivre. Donc ces gens sont à l'écoute de ces personnes qui sont à l'étranger, qui peuvent leur prodiguer des conseils, qui leur parlent 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Mais ce créneau a été totalement ignoré. Il a fallu des mois et d'organisation pour que nous, à nos niveaux, on commence à dire aux gens, et lorsque vous parlez d'Ebola à vos parents, parlez-leur de telle manière. Dites-leur de ne pas avoir peur de se dénoncer lorsqu'ils sont malades. Passez à d'autres niveaux. Mais ces éléments-là ont pris plusieurs mois avant d'arriver. Deuxième point qu'on relate, on n'aurait pas parlé de crise majeure s'il n'y a pas une forme de scepticisme. Un scepticisme, à quel niveau? Je me prononcerai moins pour la Sierra Leone et le Libéria, mais dans le cas de la Guinée, il y a réellement une crise de confiance entre le gouvernement et les populations. Donc, lorsque tu dis à des gens de venir, écoutez, on va vous isoler chez vous parce que
Il y a une maladie mystérieuse qui va à l'encontre de vos coutumes. On va vous isoler. Tandis qu'un mois, 2 mois auparavant, on était venu vous récupérer vos terres pour les donner à une compagnie minière. C'est difficile à accepter. Et c'est difficile à comprendre. Surtout en utilisant des jargons scientifiques. On parle de quarantaine, on parle de virus, on parle de mutation, on parle de plein de choses pour des analphabètes à 90% dans ces régions. Donc à notre niveau, on a essayé de travailler beaucoup sur la sensibilisation et on a essayé de mobiliser pour voir, dans la diaspora aussi, il y a des éléments qui participent au niveau scientifique. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des bénévoles humanitaires, à tous les niveaux. Comment voir comment ces gens-là peuvent se mettre en réseau pour apporter leur aide au niveau des mouvements de coordination. On s'est impliqué à ce niveau-là, à rentrer en contact avec les coordinateurs pour savoir comment notre aide peut venir. Le dernier point, on a essayé de mobiliser à travers les fonds. Mais là, le scepticisme dont on parle entre la population locale et le gouvernement se ramène au niveau de la diaspora à l'étranger. C'est difficile de mobiliser des fonds à l'intérieur des diasporas pour amener de l'argent dans ces pays-là où on pense qu'il y a beaucoup d'argent qui ne va pas à l'endroit où ça devrait aller. Donc principalement, ce sont ces éléments-là qui ont amené ce que nous avons vécu ces derniers mois par rapport à la crise. Donc, vu qu'on parle, on a nos panélistes, je ramène seulement à une question. Il y a un dernier point que j'ai oublié de mentionner, c'est au-delà de la stigmatisation, c'est difficile en tant que Guinéen, lorsqu'on parle des pays de la sous-région, on parle de pays frères, de voir qu'il y a une totale absence de solidarité entre les pays africains lorsqu'il arrive ce genre de crise. Ça, c'est un élément fondamental et qui est très dévastateur. Donc, une question, lorsqu'on parle d'échec humanitaire, est-ce qu'on l'attribue à qui? Aux ONG, au gouvernement ou au contexte politique? Parce que ces pays-là vivent un contexte politique qui est très particulier. Très merci. Donc merci beaucoup Abdoulaye. Donc on va pouvoir lancer notre discussion maintenant avec notre panel. Je vais brièvement vous les présenter. Donc Marie-Michèle Houle, qui est infirmière depuis 2004. Elle a fait sa première mission avec MSF en 2009. Dans le but de toujours en faire plus pour ses patients, Marie-Michèle a repris ses études en 2012 pour poursuivre une maîtrise en pratique avancée en première ligne dans le but de devenir infirmière praticienne. En 2014, prenant une pause dans ses études, elle est repartie avec l'équipe d'urgence d'MSF Suisse. Ce contrat l'a amenée au Sud-Soudan, en République centrafricaine et finalement au Libéria et en Sierra Leone, où elle a été aux premières loges de l'épidémie d'Ebola. Elle a occupé 2 postes différents dans ses dernières missions, donc infirmière responsable du centre de prise en charge Ebola et point focal des activités outreach, ce qui lui a permis d'avoir une vision plus globale de la gestion terrain de l'épidémie, quoique c'était une gestion très limitée. C'est ce dont on va parler pendant le panel. Jean-Pierre Tachereau, qui est juste à côté, qui lui détient un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en relations internationales de l'Université Laval. Il fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge depuis 1991, année où il a commencé à œuvrer pour la Croix-Rouge canadienne comme volontaire premiers soins et en réponse aux désastres. C'est après le passage de l'ouragan Mitch en Amérique centrale en 1999 qu'il a effectué son premier déploiement international au Nicaragua. Depuis, Jean-Pierre a travaillé en réponse aux conflits armés et aux catastrophes naturelles dans plus de 40 pays. Il a dirigé la réponse de la Croix-Rouge lors du tremblement de terre en Haïti en 2010, la réponse de la Croix-Rouge au conflit en République centrafricaine en 2014, ainsi que les premières mobilisations contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone et en Guinée entre juin et août l'année passée. Depuis janvier, Jean-Pierre a quitté ses fonctions de chef des opérations d'urgence de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et il travaille maintenant comme gestionnaire principal de la réponse aux catastrophes pour la Croix-Rouge canadienne à Ottawa. Et donc enfin François Audet, qui est juste ici, professeur ici à l'ESG-UQAM et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, l'OCA, et qui est lui-même ancien travailleur humanitaire. C'est lui qui va se charger d'animer notre panel ce soir. Donc je vais lui laisser la parole dès maintenant.
Merci, merci Aurore aussi d'avoir organisé cette conférence. Et merci Abdoulaye pour cette introduction qui était non seulement nécessaire, mais qui nous rappelle aussi à quel point finalement l'humanitaire occidental est souvent loin des réalités locales. Et des réalités locales, c'est aussi la diaspora d'ici. Donc le message, en tout cas en ce qui me concerne, était bien entendu. Donc, l'objectif de la soirée, vous l'avez compris, c'est d'avoir une petite discussion, conversation avec nos experts, sauf pour Marie-Michel qui n'a pas voulu que je dise qu'elle était experte. Donc, c'est correct, ce sera juste Marie-Michel pour ce soir. Juste rappelons quelques faits rapides et très rapides en ajout à ce que Abdoulaye et Aurore ont déjà raconté. Donc, d'une part, on sait qu'il n'y a pas de traitement homologué pour, évidemment, je dirais, contrer l'Ebola. Le fait qu'il n'y ait pas de médicaments fait en sorte que d'avoir créé, jusqu'à un certain point, une forte peur du virus, une peur, à tort ou à raison, justifiée, une peur qui a fait en sorte aussi que les médias ont, à mon avis, très mal géré la situation, colporté des préjugés dignes des scénarios hollywoodiens. Dans tous les cas, donc, comme on le répétait, le virus aurait débuté en décembre 2013. Premier cas déclaré officiellement en mars. Et ce n'est que de 4 à 6 mois plus tard, selon ce qu'on considère qui est l'urgence, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état d'urgence, qui fait en sorte, en fait, de mettre en place un protocole de réponse et de venir en aide aux pays qui ont cette épidémie-là. Et en fait, peu importe d'ailleurs les épidémies, ce sont des protocoles assez générique. Un retard, donc, dans la réponse de l'OMS a fait en sorte aussi de retarder les investissements. Un retard malgré, on va le dire, je dirais l'hyperactivité de la présidente de Médecins sans frontières. D'ailleurs, là-dessus, on ne peut que de la remercier et d'en féliciter. L'hyperactivité parce qu'elle était vraiment partout. De tout le monde en parle au Conseil de sécurité. C'est quand même pas rien. Donc, c'est comme si la crise était restée un peu sous le radar. C'est comme si on espérait que la crise soit gérable et finalement qu'on n'en parle plus, pour se rendre compte rapidement que d'ailleurs, certains diront que c'est parce que l'Occident s'est senti menacé à un moment donné que certains cas ont été recensés l'été dernier en Europe et aux États-Unis, à Atlanta, si ma mémoire est bonne, où là, tout d'un coup, je me rappelle d'ailleurs du président Obama qui avait fait son énoncé de manière, comme il le fait d'ailleurs toujours si bien, dithyrambique, et avait adressé la communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations unies, pour dire, à partir de maintenant, il faut s'en occuper. Donc, l'Occident se sentant menacé, c'est à partir de ce moment-là, pratiquement, 1 + 1 = 2, où on a senti que ce qu'on appelle la communauté humanitaire internationale a pris d'assaut trop tard, certainement, la situation. Donc, c'est à travers ce prisme-là et les faits que je vous dis, qui sont, comme vous voyez, ponctués d'un éditorial très personnel, qu'on va donc tenter de discuter avec Jean-Pierre et Marie-Michel. Je ne t'ai pas appelé Marie-Hélène encore, non? Ça sent bien. Marie-Hélène, ok, c'est ça qui me mêle. Première question, en fait, je vais y aller avec des questions d'introduction plus générales, ensuite plus sur votre expérience personnelle, avec évidemment une conclusion, et à la fin, question ouverte aussi au public. Donc, Jean-Pierre, tu es arrivé tantôt, puis tu as dit, Jean-Pierre, ou je ne sais plus qui, il m'a dit, donc, est-ce qu'on admet l'échec de la réponse d'Ebola? Et ce faisant, je voulais savoir, je vais lancer ma question à Jean-Pierre pour commencer. Es-tu d'accord avec ce bilan de l'échec de la réponse humanitaire? Oui, on est épargné sur les micros, on en a juste 2. Ça nous permet d'avoir des biscuits et du café pour ceux qui le souhaitent. OK. Écoute, moi, comme j'en parlais avec Marie-Hélène Marie-Josée, Marie. Je pense que moi, personnellement, je dirais que c'est trop tôt pour parler d'échec, parce qu'on est encore dedans. À un moment donné, on a parlé de l'autopsie de la crise humanitaire. On ne fait pas une autopsie sur quelqu'un avant qu'il soit mort. Puis on est à un point tournant, mais la crise n'est pas fermée, n'est pas finie.
Puis je ne veux pas voler ton punch, mais c'est vrai ce que tu dis, puis je l'attribue à Marie-Hélène, Marie-Michel, que là où on veut vraiment savoir si c'est un échec, c'est à long terme, c'est savoir qu'est-ce qu'on va avoir appris, puis qu'est-ce que ça va avoir changé. Fait que je vais te laisser élaborer là-dessus, parce que c'est ton punch, mais j'aimais bien l'idée. Ben, enfin, c'est ton point, OK. Mais pour dire, pour moi, c'est que là, le risque qui nous menace en ce moment, c'est la complaisance. Il y a eu beaucoup d'alertes, la crise, on a capoté comme communauté internationale en septembre, en octobre. Là, c'est là qu'on a mobilisé, il y a eu une montée en puissance sur le front. Je pense qu'on a réussi à prendre l'initiative. Là, la stratégie a changé sur le terrain au fil des mois. On a repris le dessus de façon générale. Maintenant, tant qu'il n'y aura plus aucun cas dans aucun des 3 pays, ça ne sera pas fini. Parce qu'il suffit qu'un cas commence dans une communauté isolée, puis là, ça recommence ailleurs, puis c'est pas fini. Donc, pour moi, le terme d'échec, c'est prématuré de qualifier ça d'un échec. Cela dit, on ne peut pas non plus ne pas reconnaître qu'il y a évidemment une grande place à amélioration. Mais je pense qu'encore une fois, c'est vraiment à terme qu'on va pouvoir voir lors de la prochaine crise, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir retiré des leçons de cet événement-là. Oui. Marie-Hélène, est-ce que tu partages cette conclusion? Je sais. C'est fait. Oui, c'est fait. Ben, je le partage, mais pour le mettre un peu plus, comme on parlait dans le fond au début, là, je suis en accord, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas un échec. C'est un échec partiel, ça va être total si on n'en apprend rien, parce que MSF, quand on fait une intervention Ebola, on a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est diminuer le nombre de cas qu'on va avoir. Aujourd'hui, on parle de plus que 24 000 personnes affectées par Ebola. Le deuxième, c'est diminuer le nombre de décès. On parle de plus que 10 000 personnes qui en sont décédées. Puis le troisième, c'est diminuer la souffrance dans la communauté. Avec toute la stigmatisation qu'Abdoulaye a apportée, puis ce que j'ai pu voir aussi sur le terrain, les gens sont stigmatisés, même les survivants. La communauté internationale stigmatise l'Afrique de l'Ouest. Je pense que la souffrance, elle est très vive en ce moment. Donc oui, on peut parler dans un sens d'un échec, mais ça va être vraiment un échec total si, comme il dit, on n'apprend rien de ça. C'est une question pour ma conclusion, mais étant donné que vous êtes déjà rendu là, est-ce que vous pensez qu'on a appris quelque chose? Est-ce que, et en fait, qu'a-t-on appris à ce jour? Et je vous entends bien, il faut attendre que le dernier cas soit réglé. En même temps, ça peut prendre encore très longtemps. On le sait malheureusement, on a vu des récents cas dans les dernières semaines. Aurore parlait d'une centaine en Guinée, je crois. Donc, ça peut être en situation dans ce contexte-là pendant un certain temps. Si demain il y avait de nouveaux cas d'Ebola dans une autre région d'Afrique, est-ce qu'on a appris quelque chose, selon vous, de manière personnelle et institutionnelle? Je sais que vous n'êtes pas là nécessairement à titre officiellement de représentant de vos organisations respectives, mais est-ce qu'on aura effectivement appris quelque chose? Étant donné, comme on le disait, puis je me permets un commentaire, on est parfois dans l'humanitaire 2 à 3 crises en retard. Ça vient de toi. C'est plus dangereux qu'on pense, hein, les conversations avant la conférence. Bon, un petit, sans vouloir faire le pitch organisationnel, c'est clair que ce que ça a changé au niveau de la Croix-Rouge, par exemple, pour la première fois, on a vu la crise, les 3 sociétés nationales des pays affectés, donc surtout Guinée, d'abord en Guinée, ensuite au Libéria, puis finalement au Sierra Leone. En anglais, on dirait « they stepped up to the plate ». Il a fallu qu'ils aillent au bat d'une façon qu'ils n'avaient jamais pensé, puis d'une façon pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Surtout au niveau de ce qu'on appelle des enterrements dignes et sécuritaires. C'est pas un rôle qu'on s'attend de façon normale de demander à des volontaires de mettre jusqu'à un certain point leur vie en danger, de s'attirer les foudres de leur communauté, d'être ostracisés, tout ça. Pour mener à bien des opérations qui sont tout aussi importantes dans le contrôle de l'épidémie que le traitement clinique, celui de la gestion sécuritaire et digne des dépôts immortels. On a dû former des milliers de personnes grâce, puis ça aussi c'est un point que je dois souligner, grâce à la collaboration très positive qu'on a eue sur le terrain, surtout et d'abord avec MSF.
Pour moi, ça a commencé avec Agnès au Sierra Leone, quand on a commencé à discuter. On militait les deux très très fort auprès du ministère de la Santé. Agnès était la coordonnatrice médicale de MSF sur le terrain. Je parle en nous, là, avant qu'on en entende vraiment parler ici. Et puis, à ce moment-là, la question, c'était, on se rendait compte que les services publics, on savait déjà que les services publics étaient complètement débordés, qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Et puis, qui était en mesure de peut-être pallier à ça, c'était la Croix-Rouge nationale, qui avait les gens, qui avait le réseau communautaire, mais qui n'avait pas l'expertise, qui n'avait pas les protocoles, qui n'avait pas le matériel, qui n'avait pas l'expérience de ça. Donc, assez rapidement, il a fallu qu'on ait capitalisé sur des expériences que MSF et la Croix-Rouge guinéenne avaient, parce qu'il y avait une longueur d'avance là-dessus, importer les protocoles, faire de la formation, faire des stages, et puis monter. Et puis finalement, c'est un rôle qu'on a pris. Puis bon, on parle de... Finalement, c'est ces sociétés nationales-là qui ont pris soin de 16 000 dépôts mortels à la longueur de la crise. Oh, excusez. Donc, et avec, je crois, 4 ou 6 personnes infectées dans le courant de leurs activités. Alors qu'on parle de personnes pas toujours éduquées, peut-être pour la plupart analphabètes, mais des gens qui étaient quand même à risque et qui faisaient face à de l'hostilité, des fois de l'agressivité, puis marquée, parfois en Guinée aussi, des populations qui étaient ostracisées par leur communauté. Donc ça, je pense que ça a marqué un point tournant, en tout cas, pour ces trois sociétés nationales-là. Et nous, comme mouvement, pour la façon dont on approche le travail communautaire. Je pense que, là, je parle juste de façon plus générale, je pense aussi que ce qu'on a appris, c'est que l'approche clinique d'une maladie comme l'Ebola a des limites. L'apprentissage a été un peu douloureux. C'est qu'on ne traite pas une maladie comme l'Ebola juste comme quelqu'un est malade, il y a un virus, il faut le soigner, il faut l'isoler, tout ça, parce qu'il y a tout un contexte social, politique, que vous mentionniez plutôt, le manque de confiance entre les gouvernements. Puis si on arrive là et qu'on fait abstraction de tous ces éléments-là, on se plante. Puis on se fait tirer des roches, puis on se fait attaquer parce qu'on ne peut pas avoir une approche uniquement clinique. Donc, il faut vraiment l'importance d'ancrer ces approches-là au niveau anthropologique, au niveau culturel, au niveau politique, au niveau communautaire, au niveau religieux. Les plus forts problèmes qu'on avait au début pour la gestion des dépôts immortels, c'était justement comment ça rentrait en conflit avec les pratiques culturelles, les pratiques religieuses. Et puis tant que nous, on n'avait pas compris d'où ça venait, on ne pouvait pas vraiment régler le problème. Donc ça, j'espère en tout cas que ça va faire école puis qu'on va apprendre à plus long terme. À un niveau plus systémique, François, je te dirais que malheureusement, je ne veux pas être cynique, mais ça va peut-être avoir l'air cynique un peu, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il n'y a pas grand-chose, un phénomène qu'on n'a pas déjà vu encore, c'est que malheureusement, je pense que les limites, un peu de la force, mais aussi surtout les limites de l'aide humanitaire, c'est que ça travaille beaucoup sur l'émotion des gens. Que ce soit la sympathie, la compassion quand c'est une catastrophe qui est médiatisée puis qu'on sent une proximité, que l'apathie quand il n'y en a pas, et la peur au moment où on sent que là, c'est menacé. Donc, c'est des réactions qui sont très émotionnelles, alors que ces opérations-là auraient dû être et devraient être basées sur une approche scientifique rigoureuse, qui était le message qu'on lançait dès le début, que Médecins sans frontières disait, c'est que la seule façon d'empêcher que ça se propage at large, c'est d'aller travailler là où elle est sur le terrain, et puis ce n'est qu'au moment où là, il y a eu les premiers cas en Espagne et aux États-Unis, que là, finalement, le message s'est rendu, puis que là, puis même là, c'est pas l'essentiel des efforts au début n'a pas été porté justement sur la réponse sur le terrain, ça a été sur la protection de l'intérêt national. Donc, encore une fois, si je parlerais d'échec, de la communauté internationale de réaliser que justement, une maladie comme l'Ebola, une crise comme l'Ebola, c'est pas une maladie qui peut être appréhendée dans un cadre national. C'est pas une question de sécurité nationale, c'est des problèmes qui sont transnationaux. Puis ça, je veux dire, on en parlait quand je faisais mon bac dans les années 90, la globalisation, les problèmes transnationaux, ben ça n'est un autre exemple. Ça, c'est pas en fermant nos frontières, c'est un peu jouer à l'autruche. C'est pas en isolant les pays qui sont affectés qu'on va s'en protéger. Est-ce que c'est nouveau? Pas vraiment. Est-ce qu'on va l'apprendre de cette fois-ci? Marie-Michel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Je me souviens de la question.
Oui. La question était, qu'est-ce que MSF a appris? Ben, je pense qu'à l'interne, tu sais, MSF, on est encore vraiment dans le show de la lutte, on est encore sur le terrain, on a beaucoup de ressources. Là, on a changé. D'ailleurs, on voit que tu as mis ton t-shirt d'occasion. Oui, ben oui. Proud to be an Ebola fighter. Mais je pense qu'on est encore vraiment dans le vif, dans l'action. Puis on a eu des réflexions, oui, à l'interne, on a eu des débats à l'interne, on a eu des choses, tu sais, on s'est divisé même à l'interne sur des questions. Je pense que c'est après, quand Ebola va être vraiment terminé, qu'on va pouvoir se rasseoir, bien réévaluer et vraiment repousser qu'est-ce que réellement on en apprend. On en apprend déjà que garder seulement 40 experts sur un sujet comme Ebola, c'est pas possible. Il faut essayer de s'assurer qu'on ait plus de gens capables de réagir. Ça, on l'a appris puis on l'a mis dans notre rapport. Mais un peu sur la même lancée. Tu sais, moi, je le pousse encore plus loin, la question de j'espère qu'on va apprendre quelque chose de cette crise, de cette épidémie-là. C'est la relation à l'international, la globalisation. Tu sais, on fait tout, on veut faire du libre-échange. On a le Trans-Pacific Partnership que la majorité des gens ne connaissent pas actuellement puis qui va avoir un impact sur la santé de tout le monde. Mais personne n'en parle. Puis j'espère que cette crise-là va réveiller un peu les gens. Tout le monde risque de redormir, mais bon, malheureusement, on va essayer d'être positif. Sur le manque de leadership aussi, sur la régulation de la santé à l'international. On veut réguler le commerce, on veut réguler les compagnies pharmaceutiques qui ne feront pas de recherche sur des virus ou des maladies qui ne sont pas en Occident. Mais après ça, quand il y a des crises et des épidémies comme ça, on n'a pas de leadership au niveau de la santé. C'est la première fois que les UN lançaient une mission pour la santé. Les UN, normalement, ne font pas un UN something pour la santé. Ils vont faire pour les crises, les autres endroits, mais jamais on a vu les UN lancer une mission santé. Pendant que tu as le micro, Jean-Pierre avait déjà commencé à discuter des enjeux plus terrain, et j'aimerais qu'on aborde ça maintenant un peu plus. Le quotidien d'une réponse comme ça, qu'on sorte de cette dimension d'échec-là. Je pense qu'on voit un consensus, là, mais humainement, pour vous, puis particulièrement toi qui étais donc au quotidien en train de travailler avec des gens qui étaient évidemment infectés, le personnel local aussi qui a été un peu d'une perspective, en tout cas canadienne, qu'on voyait très peu. Hein, on a héroïsé beaucoup encore les Occidentaux, mais ceux qui étaient au frontline, c'était beaucoup les gens, les experts locaux. Comment vous avez vécu, enfin, comment tu as vécu ça? Et en fait, ma question que j'essaie d'articuler, c'est est-ce que tu as eu peur et comment tu gérais le risque lié au fait que, si tu attrapes ça, c'est pas un rhume, puis tu as essentiellement 50% de chances d'y passer. Comment, comme infirmière, notamment, on aborde ça dans cette perspective de travailleur humanitaire, là? Juste avant de répondre vraiment sur un titre plus personnel, tu sais, Médecins sans frontières, la majorité de notre staff, c'est pas des Occidentaux, là, c'est pas des expatriés. La majorité, c'est les nationaux. Puis pour moi, c'est eux autres les héros, puis c'est eux autres qui ont fait la majeure partie du travail, parce qu'ils rentraient chez eux, puis certains staff ont été stigmatisés, ont été rejetés de leur famille, de leur communauté, ils ne pouvaient pas rentrer à la maison parce qu'on disait « Mais toi, tu t'en vas chercher la maladie chez les Blancs, puis tu la ramènes dans notre village. » Fait qu'ils ne voulaient pas les revoir chez eux. Fait que pour moi, c'est eux autres qui ont fait la majeure partie du travail. Nous autres, on leur a donné des outils, on l'a fait avec eux, on leur a donné un training, mais le vrai travail, il s'est fait par les nationaux. Personnellement, moi, je pense que j'ai un ami qui travaillait avec un autre ONG qui a sa maîtrise, relations internationales, qui est très, très critique par rapport à MSF, puis qui me dit un jour, moi, si j'ai à aller sur le terrain avec Ebola, ça serait juste avec MSF que je voudrais y aller. C'est peut-être un peu stupide, mais on avait quand même une expertise, puis on a des standards qui avaient été mis très élevés sur la gestion du risque. Donc, la manière de s'habiller pour aller prendre soin des patients, la manière de se déshabiller, c'est des étapes très, très strictes qui, normalement, si on suit adéquatement tous les standards, toutes les étapes qu'on a à suivre, on diminue fortement le risque. Est-ce qu'on a peur quand on y va? Oui, je pense que la peur est essentielle. Si on arrive là et on se dit « Non, moi, je ne peux pas attraper ça, Ebola », c'est là où est-ce qu'on se met à risque puis on met notre équipe en risque. Donc oui, il faut garder une certaine peur, mais pas une peur qui va nous hypnotiser puis qui va nous empêcher de faire notre travail, mais il faut garder une peur qui va nous mettre un certain niveau d'adrénaline assez adéquat
pour être alerte à tous les dangers qu'il peut avoir. Quand j'arrivais dans la communauté pour faire aller chercher des patients, désinfecter les maisons ou faire un enterrement en communauté, on pouvait passer 1 heure juste à parler avec la communauté. Mais quand on arrive, on débarque, c'est de parler avec le chef du village, c'est de parler avec tous les gens de la communauté. Mais il ne fallait pas laisser une autre personne qui arrive de derrière approcher à plus que 1 mètre ou à 2 mètres de nous. Fait que c'est de toujours être alerte, tu gardes une distance. C'est beaucoup, beaucoup de choses à penser. Donc, c'est comme ça que j'ai géré, je crois. Puis, après 6 semaines sur le terrain, à chaque fois, là, on sent la fatigue qui est plus émotionnelle que réellement physique. Jean-Pierre, je te lance la question à toi. Je ne sais pas si... Enfin, ma question est peut-être au niveau un peu plus de la coordination, cette fois, avec les acteurs locaux. Tu avais commencé tout à l'heure à parler notamment avec les autorités locales, la méfiance, Abdoulaye en a parlé dans la région. Et en fait, la coordination globalement, comme on sait, toujours un défi dans les opérations humanitaires de ce genre-là. Étant donné en plus ton poste avec la Fédération, est-ce que cette coordination-là a été un enjeu, encore une fois, globalement, ou si non, pourquoi, selon toi? Oui, évidemment. C'est parce que c'est un peu au même titre que ce que je disais plus tôt, c'est que la réponse s'inscrit dans un contexte politique, économique, et finalement une considération parmi d'autres. Pour nous, c'est la prioritaire, puis juste ça qui compte, puis on arrive. Mais par exemple, quand on avait nos réunions de coordination avec les différents ministères, une des préoccupations qui était très forte au début, c'était par exemple, alors qu'ils s'accrochaient encore à cette idée-là que ça pouvait être contrôlé, puis ça pouvait être enrayé, ils disaient, si ça sort, puis qu'ils en parlent trop, les compagnies minières vont déserter le pays parce qu'il y avait déjà des exodes de travailleurs et puis là, ça avait des conséquences économiques. Les conséquences finalement qui se sont réalisées. Je veux dire, on parle de milliards de dollars en perte en impact économique, de perte de production, on parle d'insécurité alimentaire. Donc, ces appréhensions-là n'étaient pas non fondées. Cela dit, ça interférait avec le processus de prise de décision puis les mesures qui étaient prises, qui devaient... je veux dire, on a beau arriver comme intervenant, on n'est quand même pas moins maître. Les États dans lesquels on travaille sont souverains. Le premier rôle, c'est le gouvernement du pays, c'est un gouvernement souverain, à prendre les décisions qui s'imposent. Et je dirais, c'est ça, il y avait des facteurs autres que les simples considérations humanitaires qui brouillaient un peu la donne de ce qu'on cherchait à accomplir en termes de positionnement clair, des mesures qui devaient être adoptées, d'ouverture. Par exemple, c'était extrêmement difficile pour nous d'importer des véhicules. On avait besoin d'un gros parc de véhicules parce que c'est toutes des communautés isolées, puis ça coûte extrêmement cher, s'il y a des barrières à l'importation des taxes et tout ça. Donc, jusqu'au moment où on est vraiment arrivé à faire valoir la primauté de l'impératif humanitaire pour cette crise-là, parce qu'on n'allait pas pouvoir la régler, c'était déjà hors de contrôle, ça a pris du temps qu'on aurait, finalement, le prix à payer se mesure en vie humaine. Ben voilà. Puis, associé à ça, et je sais que j'ai dans le groupe ici, d'ailleurs, des étudiants qui sont bien attentifs à ma prochaine question, la dimension des standards humanitaires. Donc, dans une opération comme celle-là, où là, on essaie d'appliquer les fameux standards, tu parlais d'impératifs, entre autres, est-ce qu'on a mis au défi ou voire établi des nouveaux standards? Est-ce que c'est les mêmes standards humanitaires? Est-ce que le projet Sphere s'applique dans un contexte comme celui-là où il faut faire autre chose, il faut établir des nouvelles normes, on y va de manière ad hoc, quitte à ne pas respecter les standards humanitaires? C'est une combinaison. Il n'y a pas de réponse simple. Je pense, par exemple, au niveau des protocoles, il faut être plus catholique que le pape pour aller au-delà des marges de sécurité. Parce que tu regardes les protocoles de MSF par rapport aux protocoles de l'OMS, les protocoles de MSF étaient beaucoup plus rigoureux. Mais nous, on a dit, on va prendre ceux de MSF. Même au cours de la réponse, la configuration des différents centres de traitement de l'Ebola changeait à mesure qu'on ouvrait un nouveau centre, parce qu'on était rendu au 7e ou au 8e modèle, parce que tu te rendais compte que là, puis surtout, je veux dire, nous, on n'avait jamais fait d'Ebola avant, c'était MSF qui faisait ça, mais il a fallu qu'on rentre dans le clinique aussi.
Fait que notre connaissance, c'était sur le choléra, tu sais, puis là, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte, c'est absurde quand tu dis, ah, si seulement, si ça pouvait être juste le choléra, tu sais, parce que c'est beaucoup plus simple, finalement, de traiter du choléra que de l'Ebola. Puis, donc, tout le système, le intake des patients, les zones de sécurité au risque, ça change même au cours de la réponse. Ce que tu disais, les 40 experts, c'est parce que, puis, c'est des discussions que les scientifiques, les chercheurs sur l'Ebola disent, c'est que malheureusement ou heureusement, l'Ebola, c'est un virus qu'on ne connaissait pas parce qu'il n'y avait pas eu de gros cas. Fait que l'échantillonnage, il n'y avait pas de... C'est plus difficile à tester que l'influenza ou le choléra, par exemple, nous t'en a, puis ça devient quelque chose qui est connu. Fait on était vraiment dans des eaux non explorées. Donc, il a fallu s'adapter. Donc, beaucoup de ad hoc en même temps, avec une référence sur des protocoles et des standards qu'on connaissait déjà. Maintenant, là où ce qui est intéressant au niveau si on veut, au niveau de l'étude, c'est toute la phase qu'on appelle maintenant le recovery. Tu sais, qu'est-ce qui arrive après le post-urgence, parce que là, c'est une crise de santé, mais on n'est pas dans un contexte de destruction d'infrastructures, mais il y a une crise économique, il y a une crise d'insécurité alimentaire, ça a eu tout je m'excuse des termes anglais, mais un ripple effect, un effet de vague qui en est arrivé à plein d'autres secteurs. Donc l'intervention à moyen et à long terme ne doit pas non plus être juste une réponse de santé. Oui, évidemment, ça comprend une dimension santé dans le sens que, comme on parlait au début, ça montre un peu, ça montre encore une fois l'importance de l'investissement dans les infrastructures de santé. Si ça n'avait pas été un système qui était aussi mal en point dès le départ, peut-être qu'on n'en serait pas où on était là. S'il y avait eu de la surveillance épidémiologique, s'il y avait eu un système de santé digne de ce nom. Donc voilà, donc une réponse un peu éclatée, mais c'est pour dire, les normes s'appliquent, mais il a fallu improviser, puis s'adapter, puis apprendre de ça. C'est clair. Pour nous, en tout cas. Marie-Michel, au niveau justement des fameuses normes que MSF a établies, est-ce que c'était une première est-ce que évidemment c'est de l'histoire, si ma mémoire est bonne, c'est qu'MSF qui a fait du clinique patient Ebola dans l'histoire. Je ne pense pas que l'OMS ni la Croix-Rouge étaient intimement liés à ça. Mais c'était la première fois aussi, tu as donné la magnitude de l'épidémie où, effectivement, Jean-Pierre, c'est un bon point, et tristement, il faut s'asseoir sur un nombre, un N élevé, un échantillon élevé pour pouvoir établir et faire confiance à ces protocoles-là parce qu'on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ces tests d'essai-erreur-là, comment ça se fait au quotidien, premièrement, et deuxièmement, j'ai une question même peut-être plus à caractère éthique. Comment on gère l'éthique par rapport à cette dimension-là, où là, on essaie des choses qui ne peuvent pas fonctionner, qui mettent la vie des gens en danger, mais qui sont nécessaires dans des situations où on se rend compte que si on ne le laissait pas, ben, ils ont aussi encore plus de chances de mourir, finalement. Il y a comme deux volets à la question. Là. Le premier volet de les tests, ça fait au-dessus de 20 ans qu'MSF travaille dans des épidémies d'Ebola, normalement qui sont limitées à certains villages, à des zones rurales, où est-ce que, mettons, le maximum de décès qu'on avait eu, je pense qu'en Ouganda, on avait eu quelque chose comme 500 décès. Mais c'est la première fois où on fait face à une épidémie d'aussi grande envergure, avec autant de localités, qui s'est vraiment étendu, j'ai vraiment le mot « to spread », mais c'est vraiment, ça s'est étendu, puis c'est la première fois où on faisait un centre Ebola qui avait plus que 40 lits. On a fait un centre Ebola où est-ce qu'on avait 300 lits, 300 patients à prendre en charge. Donc, le protocole de comment s'habiller, il était là, il était correct, comment se protéger, mais on a eu c'est la première fois où MSF a dû créer un crématoire, parce qu'on n'arrivait plus à enterrer les gens. Et ça, c'est une première à l'interne d'MSF, et c'est quelque chose qu'on ne voudrait jamais refaire, je crois. Devoir créer un crématoire pour la gestion des corps qui s'est fait à Monrovia, ça a été une première très difficile à l'interne des MSF. Donc oui, on a eu beaucoup de premières. Pour moi, je me sentais pas... C'était difficile de gérer, mais je sentais que ma sécurité, elle était là, parce que la base des protocoles de protection était présente. Après, on avait d'autres lacunes, on avait d'autres problèmes, d'autres difficultés, mais la base de protection, elle était là. La deuxième? La deuxième, en fait, c'était sur la dimension éthique où ces protocoles-là, qui sont donc de l'essai-erreur, forcent à faire des choix
extrêmement difficile, j'imagine. Éthiquement parlant, je pense que c'est l'émission où est-ce que j'ai eu le plus de difficultés au niveau éthique. C'est de prendre des décisions où est-ce qu'on sait qu'on... Tu sais, là, je vais revenir encore à Monrovia, là, où est-ce qu'on avait 300 Eloi, là, qui étaient 300 lits, qui ouvraient 30 minutes à tous les matins parce qu'on avait nettoyé les corps qui étaient décédés dans la nuit et on pouvait réadmettre des patients. Mais là, la décision, c'était lesquels patients on va réadmettre. Le patient qui arrive, qui est moins sa charge virale, donc dans le fond, qui est un peu moins malade, mais qui a sûrement Ebola, qu'on n'a pas de traitement à y offrir et qui risque d'infecter un peu moins les autres parce qu'il est moins contagieux vu sa charge virale, versus on va prendre celui qui va mourir sûrement prochainement dans le prochain 12-24 heures, puis on va faire en sorte que comme ça, il ne va pas infecter toutes les autres de sa famille parce qu'on connaît que sa charge virale est plus élevée, il est plus à risque d'infecter. Donc ça, c'est un dilemme éthique de se questionner. On a fait du damage control à certains endroits où est-ce qu'on se disait, OK, est-ce qu'on se lance plus dans la communauté? Est-ce qu'on va gérer plus en clinique? Donc, pour essayer de faire tout, pour essayer de faire en sorte que la propagation s'arrête, on ne peut pas pousser autant sur un soin clinique intensif. Donc, il y a eu beaucoup de questions et de dilemmes éthiques qui, je suis certaine, après cette épidémie-là, va revenir à l'interne, puis on va se poser beaucoup de questions pour se préparer à une prochaine éventualité d'Ebola, parce que Ebola existe, puis ça peut toujours venir. Dans cette même lignée de questions-là, la quarantaine, hein, qui était parfois imposée, parfois respectée, implique aussi donc des enjeux éthiques assez importants. Obliger les gens à rester chez eux ou leur demander, la dimension de la sécurité de la population, comme tu en fais référence, là, de forcer les gens à rester chez eux, mais ça implique qu'il y a moins de gens qui seront contaminés. Jusqu'à quel point, et nous on l'a vu de loin, et moi particulièrement à travers des rapports, des médias, etc. Donc j'aimerais vous entendre sur effectivement l'utilité de ces quarantaines-là. Jean-Pierre, entre autres, tout à l'heure, tu disais, fermer les frontières n'est pas la solution. La quarantaine, c'est un peu fermer ses frontières, un village, une rue, peu importe comment c'est fait. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'est une bonne façon de gérer cette épidémie-là? Non. La réponse a été non, on l'a pas entendu. Oui, non. Je pense pas que des mesures coercitives comme ça soient vraiment la réelle manière de fonctionner. La quarantaine, ça crée un bris de confiance un peu. C'est d'imposer quelque chose, donc on ne gagne pas la confiance de la communauté. Puis c'est en gagnant la confiance de la communauté puis en travaillant avec eux qu'on réussit à bloquer. Moi, dans l'OFA District, là, à Foya, où est-ce que je faisais de l'outreach, on arrivait et eux-mêmes, les villages, c'est une des premiers endroits où on a dit il n'y a plus d'Ebola. Les villages eux-mêmes, en ayant l'enseignement, en leur donnant le support, en leur expliquant comment ils pouvaient se protéger, ils ont créé eux-mêmes leur structure dans le village. Il y avait le chef du village, il y avait 2 personnes qui tous les jours connaissaient le village, allaient faire un tour, voyaient si quelqu'un était malade. S'il était malade, on lui dit « OK, attends, on va appeler MSF, ils vont venir te chercher ». Il y avait une structure qui s'était organisée. De faire une quarantaine, comme j'ai vu par exemple à Freetown, quand on y était pour novembre et décembre, on mettait en quarantaine dans la maison les gens qui pouvaient développer les symptômes, mais avant, il y avait quelqu'un, mettons, qui était décédé dans la maison, on enlevait le corps décédé d'Ebola, et on mettait en quarantaine dans la même maison toute la famille en disant « On veut être sûr que vous n'allez pas développer Ebola ». Donc, on augmentait leur risque d'aller s'infecter, justement, avec les objets du défunt, avec les sécrétions, les vomissements ou quoi que ce soit du défunt. Donc, je pense que la quarantaine, c'était pas la solution. Est-ce que... à un moment donné, on a la corde au cou, là, je pense aussi. Là. Je pense que les gouvernements aussi étaient pris, puis ils voulaient trouver une manière de faire. Je pense pas que ça soit la meilleure, mais je pense que dans le moment où ils ont pris la décision, eux, ils ont trouvé que c'était sûrement la meilleure. Jean-Pierre, par rapport à la quarantaine? Je pense que ça ne doit surtout pas être considéré comme un substitut aux autres mesures qui doivent, notamment au niveau de l'éducation, la mobilisation communautaire, etc. Donc, si on prend une approche pragmatique où on évolue dans un contexte où c'est pas nous qui avons les décisions finales, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur des paramètres qu'on a? C'est d'insister sur qu'est-ce que nous, on croit qui sont les bonnes mesures. Et puis, justement, l'éducation,
de tous les... surtout au niveau communautaire, hein, parce que d'avoir les chefs religieux, les groupes de femmes, les associations de chauffeurs de taxi, tous ces gens-là qui sont des autorités non politiques, mais qui ont un poids et une crédibilité à l'intérieur de leur communauté, c'est des gens qu'il faut gagner à la cause, donc puis qui vont se faire écouter beaucoup plus que nous qui arrivons comme étrangers, comme experts. Donc, moi, c'est surtout ça que je pense, que je dirais. C'est que c'est considéré, ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait, d'avoir les troupes, puis les couvre-feux, puis les ci, puis les ça. D'un côté, si ça permet justement d'avoir un peu une clientèle captive, parce qu'à ce moment-là, quand il y avait la quarantaine, les équipes de mobilisation sociale faisaient du porte-à-porte et puis atteignaient du monde. Donc, bon, c'est un peu de mitigation. Mais évidemment, pour nous, c'était ça. Le message, c'était, si vous faites ça, faites-le, mais faites-le pas au détriment d'autres mesures qui sont plus porteuses. Tout ça m'amène à réfléchir sur la méfiance ou la confiance et la manière dont on a couvert, ou en tout cas la couverture, ce sera ma question plus tard, là, au niveau des médias, mais initialement, le rapport entre les intervenants extérieurs, incluant le personnel local qui avait leur soute aussi, donc, ma question est donc, comment développer une relation de confiance, parce que clairement, ça me semble être un enjeu important, avec la population locale en proie d'être infectée ou ayant des charges virales. Comment on aborde, comment ça a été abordé, et notamment de par ces croyances-là et la dimension religieuse derrière, Jean-Pierre t'en faisait référence, ça a été très fort, c'est encore très fort, c'est du domaine donc naturel là-bas, que ça peut être, ça a été des fois perçu comme un mauvais sort, ça a été peut-être importé par les Blancs, effectivement, puis Abdoulaye parlait tout à l'heure évidemment d'une population qui avait un niveau d'éducation assez faible, qui ne comprenait pas nécessairement ces enjeux-là, qui sont, même pour des gens qui se qualifient d'experts, extrêmement complexes. Comment, notamment la Croix-Rouge, a géré la relation avec les locaux, compte tenu de cette méfiance-là et compte tenu des croyances locales et aussi des mythes liés à l'Ebola? Ça n'a pas été parfait. Hein. Je disais, on a pêché au début par une approche un peu clinique, puis je pense que on aurait pu prendre note de ces dimensions-là communautaires et religieuses plus tôt et de façon plus significative. Comment on a abordé le problème? C'est toujours, évidemment, l'idée, c'est d'avoir, ce qui est un peu le caractère particulier de la Croix-Rouge, c'est qu'on a des gens, des communautés qui sont déjà là. Donc, il y a le facteur étranger qui arrive puis qui commence à prêcher de la bonne nouvelle, est moins présent. Parce qu'on essaie de passer par les gens locaux. Mais cela dit, les gens locaux aussi, quand tu fais partie d'une communauté, tu n'es pas juste un membre de la Croix-Rouge, tu es aussi le cousin d'un tel, puis tu as déjà une histoire dans ce village-là. Fait que, encore une fois, les autres dimensions sociales, politiques rentrent là-dedans. La clé, c'était, comme je disais, de toujours pour nous s'allier les leaders communautaires, puis d'en faire des agents multiplicateurs. Fait que dès le début, on a rencontré les espèces de conseils religieux à Freetown, pour qu'eux fassent passer les messages dans les différentes communautés, tant chrétiennes que musulmanes. En fait, c'était le interfaith, là, c'était tout le monde ensemble, puis pour les rallier, mais ceux qui se sentaient menacés par ça, c'est les guérisseurs traditionnels, parce qu'on arrivait et on offrait des solutions. Donc, tout de suite, tu rentres là, dans une dynamique à l'intérieur de la communauté qui va bien au-delà, encore une fois, de ce que tu essaies d'accomplir. Fait qu'on l'a fait, ça a été à géométrie variable. Je pense qu'au Libéria, quand ça a frappé à Monrovia, puis que là, ça a commencé, quand il y a eu l'attaque sur le centre, puis le pillage, là, ça a été un point tournant où les gens ils ont dit, là, ça ne peut pas continuer. Puis là, après ça, ça a marqué un point tournant où, après, les interventions étaient plus faciles. En Guinée, encore il y a quelques semaines, nos équipes se sont fait attaquer parce que c'est des communautés très isolées, l'information ne passe pas. Donc, le pire moment pour faire de l'éducation, c'est pendant la crise. Donc, comme tu dis, comment on fait? C'est d'y aller avant. C'est d'y aller avant que les gens commencent à mourir, puis que là, il y a de la douleur, de la détresse. Puis c'est ça. Quand on sent de l'hostilité, c'est de la rage, c'est de la douleur, c'est de l'incompréhension qui se manifeste
sur quelque chose n'importe quelle explication vaut mieux que pas d'explication, tu sais. Donc, d'être là avant pour essayer de descendre ça, puis de rationaliser un peu autant que possible, c'est pas facile, mais c'est clair que c'est par là que ça se passe. Marie-Michel, au niveau de la relation de confiance et de la méfiance avec la population locale? C'est un travail de tous les jours. C'est sûr que c'est pas moi ou un autre expert qui va faire de la sensibilisation. On prend les gens locaux, des gens qui connaissent. T'sais. On avait aussi des anciens patients qui étaient guéris, qui venaient par exemple de Vonjama, qui se sont ralliés à notre équipe, qui eux pouvaient retourner dans leur village, qu'on leur avait montré exactement bien le message et pouvaient passer le message eux-mêmes, étaient bien connus, étaient bien respectés. Donc c'est sûr, il faut utiliser les locaux. Puis il y a une manière de parler, une approche. Nous, on a une approche occidentale qui n'est pas du tout la même là-bas. Fait que quand j'arrivais à aller chercher un patient, par exemple, on débarque, ben, j'en avais pour 1 heure avant de réussir à avoir le droit, et je demandais le droit au village. Me donnez-vous le droit que mon physician assistant sorte de la voiture, aller faire l'évaluation de votre patient? Et ça, c'était pas mes 8 autres staff qui attendaient pour désinfecter la maison. Donc, c'était par étapes, toujours en demandant, OK, on est là pour ça, c'est ce qu'on fait, on vous explique, c'est très long. Puis s'il y avait 100 questions à répondre, on répond aux 100 questions avant de commencer l'intervention. Fait que c'est toujours un travail très long et très demandant. Là. Puis, tu sais, on a eu d'autres acteurs là, qui sont arrivés aussi, l'OFA, WHO aussi, qui en ont fait un peu dans l'OFA District. Mais c'est une des choses les plus importantes à faire. Mais en fait, tout ça nous amène, donc, Jean-Pierre parle entre autres de l'avant, d'être là avant. On n'était pas là avant. En fait, je reviens un peu à notre discussion d'introduction parce que je veux tendre tranquillement vers la conclusion. Le fait de ne pas avoir été là avant, tout à l'heure on parlait entre autres de l'échec de l'humanitaire. Bon, l'humanitaire, comme on sait, on lui donne beaucoup trop d'importance par rapport à ce que ça pourrait vraiment faire. Là. Ça permet de faire des débats dans des universités. Est-ce que c'est pas aussi l'échec de l'investissement en santé globale? Bon, clairement, de toute façon aussi, il faut le dire, on était, dans le cas de la Sierra Leone, particulièrement un pays qui avait vécu la guerre pendant des années. Bon, certainement, c'est une région qui a eu un passé difficile, mais nonobstant ça, puis bon, on parle de cette région-là, mais je pense que c'était le 15e pays d'Afrique, la région, là, en totalité, c'est 15 pays d'Afrique au total qui ont été touchés par l'Ebola dans l'histoire. En passant, il y a eu 26 épidémies d'Ebola dans l'histoire depuis 1976, donc ça remonte assez loin. Ça pour vous dire, est-ce que c'est pas donc un peu l'échec de l'investissement en santé globale qui nous frappe davantage? L'humanitaire est là pour pallier par la suite, mais en amont, il n'y avait pas eu ces investissements-là, il y avait peu ou pas d'hôpitaux, il y avait peu ou pas de cliniques. Est-ce que c'est pas aussi ça le vrai échec finalement? Je pense que ça fait partie de l'échec. Mais tu sais, un échec, moi je pense que je vois l'échec vraiment plus global. Je vois vraiment un échec, c'est multifactoriel l'échec en ce moment. Oui, au niveau gouvernemental puis au niveau des structures de santé, là-bas, c'était pas assez solide. Moi, encore au mois d'août, au Libéria, quand ça faisait longtemps qu'il y avait eu leur premier cas, les structures de santé ne savaient pas encore c'était quoi Ebola et ils continuaient à traiter des cas de malaria qui a les symptômes exactement d'Ebola. Donc oui, il y a vraiment une lacune à ce niveau-là. C'était des pays qui sont en train de se ressortir d'un passé difficile avec de grandes crises. On se rappelle les guerres civiles et tout ça. Donc c'est un manque. Puis au niveau de la surveillance épidémiologique, il n'y en avait pas. T'sais, ça a été très long. Ça a pris au mois de mars avant que finalement on ait un call du gouvernement quand les gens dans la santé, les infirmières, les médecins, ils se mettaient tous à mourir. C'est bizarre, il y a plein de professionnels de la santé qui décèdent et dans ce temps-là, c'est là que ça nous clique un peu. Mais il n'y avait pas un suivi, vraiment une surveillance épidémiologique. Puis oui, c'est sûr. Puis moi, je vais encore plus loin. On connaissait Ebola. Depuis 1976, on avait la première souche de fièvre hémorragique virale qui était le Marburg, qui avait été découvert. Mais encore aujourd'hui, on n'avait pas poussé les compagnies pharmaceutiques à l'international. On n'avait pas poussé, on n'avait pas cherché plus loin.
on n'était pas rendu, tu sais, on avait mis ça de côté parce que c'est une fois de temps en temps. Tandis qu'on a des nouvelles molécules pour l'hypertension qui sortent. Je suis en stage là assez régulièrement. Hein? On a des Cadillacs d'antihypertenseurs. Mais pourtant, pour une maladie comme ça, on n'a rien. T'sais. Là, après ça, on peut aller parler de la tuberculose. On pourrait s'étendre sur plein d'affaires comme ça, les molécules qui ne sortent pas après des années et des années. Mais c'est pas juste ces pays-là. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est multifactoriel. Oui. Donc, tu fais bien de le noter. Tu peux passer le micro à Jean-Pierre. J'aimerais l'entendre aussi là-dessus. Effectivement, donc, quand je parlais de santé globale, c'était effectivement le scénario que j'avais en tête. Pour la Croix-Rouge, étant donné que la Croix-Rouge était là avant, les sociétés nationales, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de leçons apprises que les sociétés nationales avaient des trop faibles capacités par rapport à ça? Évidemment, c'est une catastrophe extraordinaire, tout comme Haïti l'a été, par exemple. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion institutionnelle de la part de la Croix-Rouge pour des sociétés nationales qui sont là avant des situations comme celle-là, pour qu'il y ait des sonnettes d'alarme ou Malheureusement, c'est un peu un constat d'impuissance. Je veux dire, ça en revient à la question des ressources. Je ne peux qu'aborder dans le même sens que Marie-Michel sur l'importance d'investissements structurels soutenus dans la prévention, dans l'accès aux soins de santé. Mais c'est le même problème qu'on a dans la préparation puis la réponse aux catastrophes. Il y a toujours de l'argent pour répondre, mais il n'y a jamais d'argent pour te préparer. Comme en planning. Tu as toujours de l'argent pour refaire ton projet, tu as toujours du temps pour refaire ton projet, mais tu n'as pas le temps pour le planifier comme du monde. C'est un vice structurel du système. C'est ça qui revient à ce qu'on disait plus tard, qu'on a une ou deux réponses en retard, puis que c'est rien de nouveau sous le soleil. Là, c'est l'Ebola, mais ça a déjà été ça a été autre chose, c'est des problèmes transfrontaliers. Donc, je pense que ce que Marie-Michel a dit, pour moi, ça fait le tour pas mal de la question. Au niveau des sociétés nationales, comme je te dis, les sociétés nationales ont, de façon très générale, les mêmes limites qu'ils ont dans leur pays. Donc, un pays qui récupère une guerre civile ou ils n'ont pas de système de santé, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un réseau, une société nationale qui est efficace et qui est capable de répondre de façon incomparable par rapport au reste de l'infrastructure qu'il y a dans le pays. C'est un peu à l'image du pays, malheureusement. C'est encore là. Je veux dire, on a dit que l'espèce de perfect storm, c'est une explication qui est un petit peu trop facile de dire ça, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont fait que c'est la 26e fois qu'il y a une crise d'Ebola, mais c'est la première fois que ça devient aussi grave puis que ça se répand sur c'est 7 pays finalement où il y a eu des cas importés. Donc là, il y a eu une différence quantitative assez importante là. Donc, faiblesse structurelle, effectivement, Marie-Michel, tu fais bien de le mentionner. Donc, la recherche en santé, je ne suis pas un expert en santé, mais clairement mis dans les mains des biopharmaceutiques qui cherchent des marchés payants. Alors, c'est sûr, je pense que le VIH est un peu un scénario similaire où il aura fallu que l'Occident soit touché par le VIH pour qu'il y ait des investissements sérieux qui soient faits pour lutter contre le VIH. Et effectivement, dans ce cas-là, on aura attendu que l'Occident soit potentiellement menacé, donc il y avait 3 cas, pour que l'Occident commence à réagir, malgré ce que Joanne Liu a fait, incluant des montées de lait ici à Ottawa. L'OMS, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est des membres, le Canada en fait partie. On a fait piètre figure là-dessus très clairement. On a manqué de leadership. Bon, mais ça fait 8 ans de toute manière. Là, on devrait entendre un rire derrière. Oui, riez. L'autre élément, et ça fait partie un peu de c'est ma dernière question, et je vais revenir un peu, puis là, on spécule parce que personnellement, je crois qu'il faut qu'il y ait, qu'on sache exactement pourquoi l'OMS a tant tardé à réagir. Il y a eu des milliers de morts, clairement, qui auraient pu être évitées s'il y avait une réaction plus rapide. Par le passé, il y avait, j'aurais peut-être une mauvaise habitude de laisser à une ONG la gestion d'une épidémie qui était à risque d'être
endémique ou bon, mais so far so good, MSF avait géré ça, probablement avec les soutiens des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges locaux, etc. Mais ça avait été relativement contrôlé. J'ai vérifié, effectivement, c'était 425 décès avant la plus grave épidémie d'Ebola. Donc, on est clairement dans une autre dimension. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser d'une déresponsabilisation de l'OMS de par cette mauvaise habitude-là, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir laissé à une ONG qui n'est pas imputable officiellement, qui n'a pas de mandat, évidemment de compenser pour des lacunes du système international, parce que les pays donateurs ou les États locaux n'ont pas la capacité d'aider leur population. Est-ce que ça ne viendrait pas un peu de ça? Est-ce qu'on n'a pas espéré, vous pensez, on est dans la spéculation, que finalement MSF contrôle la situation comme elle l'avait fait par le passé pour se rendre compte un peu trop tard que on n'a pas réussi? Est-ce que ça pourrait pas être une... Vous pensez pas? Non? Oui et non, mais tu sais, l'OMS a comme responsabilité à l'international, puis dans plusieurs pays où je suis allée, ils font de la surveillance épidémiologique dans ces pays-là. Ils ont un suivi à faire, et c'est souvent avec leur surveillance épidémiologique dans certains endroits où tout d'un coup on va se rendre compte qu'il y a une épidémie de rougeole, il y a ci, puis là, tu sais, ils vont être impliqués. Après Ebola, je pense, je relisais un peu les articles, parce qu'à un moment donné, on est sur le terrain, puis on lit pas tous les articles, là, parce qu'on est tellement concentré sur « j'ai mon patient devant moi, il est en train de mourir, qu'est-ce que je fais? » Mais depuis mars, les premiers articles qu'MSF a donnés, c'était une épidémie d'Ebola sans précédent. C'était mars, avril, c'était, on le disait, on ne pourra pas gérer, c'est trop grand, c'est trop vaste, on a besoin. Joanne Liu, elle a dit à tout le monde en parle. En juillet, elle parlait avec l'OMS et lui disait « On ne peut pas gérer » et comme réponse, on lui disait « Ne soyez pas pessimiste, Madame Liu. » Elle n'était pas pessimiste, elle était réaliste. Donc, oui, peut-être qu'au début, on se disait « MSF est habitué de gérer ça », mais justement, si une organisation est habituée de gérer une crise, une épidémie, et que dès le début dit « On ne pourra pas gérer », il y a un problème. Je pense qu'on aurait dû, dès que MSF, qui est des fois reconnu pour être des cow-boys en humanitaire, on va se dire, il y en a qui continuent de dire ça, mais dès qu'une organisation qui est indépendante et que tout le monde dit « Ouais, des fois, vous voulez travailler tout seul », appelle à l'aide, ça aurait dû sonner des sonnettes quelque part. Et comparé à Haïti, où est-ce que j'ai vu des ONG se créer pour débarquer après le tremblement de terre, et ça arrivait par milliers de personnes, on avait beau crier, les gens n'arrivaient pas. Et l'OMS ne poussait pas. Et je peux pas en vouloir moi, je peux pas en vouloir à aucune ONG parce que c'est le facteur peur. Moi, j'ai eu la Croix-Rouge qui, rapidement, je me souviens que ils faisaient nos enterrements, ils venaient chercher nos corps au centre, puis ça nous libérait énormément. Puis, tu sais, il y a vraiment... On a eu des collaborations comme ça, mais comparé d'autres crises où est-ce que les gens débarquaient par milliers, jamais. On avait beau crier, on a eu beau aller un peu partout, ça n'arrivait pas. Puis je me souviens encore d'être au Libéria et avoir eu Joanne Liu qui a parlé aux UN, qu'on nous l'ait projeté sur un mur, puis tout le monde écoutait ça, puis en avoir les larmes aux yeux. Le monde ne répondait pas à l'international. Ça a pris le monsieur de Dallas, monsieur Duncan, là, ou quelque chose comme ça, pour que vraiment on commence. Puis j'étais au Libéria le jour où il y a eu ce cas-là, puis entre nous, les expatriés, on s'est regardés, puis on a dit « Hey, le monde va finir par savoir c'est quoi Ebola, tu sais, il y a un cas aux États-Unis. » Et c'est de là que ça l'a flambé, explosé. Donc je pense que c'est pas juste un fait que MSF gérait les crises, c'est vrai, mais MSF l'avait dit qu'on gérait pas. C'est rare qu'on dise qu'on peut pas gérer. Jean-Pierre? Tu veux que... Je veux que tu accuses. Non, ben c'était par rapport à cette déresponsabilisation de l'OMS. Puis j'abonde avec toi, Marie-Michel, très certainement. Je pense qu'on disait à peu près la même chose. J'accusais pas MSF, loin de là. Je disais, est-ce que c'était pas par mauvaise ou par habitude, en fait, non, je sais. Que MSF gérait traditionnellement de manière relativement efficace les anciennes crises d'Ebola. Et là, tout d'un coup, on aurait peut-être un peu espéré que ça soit la même chose, parce que l'OMS, finalement, malgré les 26 épidémies, malgré 1976,
bon, c'est facile de pointer du doigt. Cela dit, l'OMS, la directrice générale a même admise là, qui avait manqué le bateau. Par rapport à la Croix-Rouge, ce scénario-là de déresponsabilisation des Nations Unies qui sont quand même, eux, les premiers à avoir des alertes épidémiologiques normalement, qu'est-ce que tu en penses par rapport à leur déresponsabilisation? Je pourrais vraiment pas dire, sincèrement. C'est pas parce que je veux pas m'engager dans le débat, mais c'est que, en bout de ligne, l'OMS, c'est pas une organisation mise en œuvre. C'est comme tu dis, ça fait partie d'une agence des Nations Unies. La responsabilité première de la mise en œuvre d'une réponse comme ça, c'est celle des gouvernements. Donc, tu peux... Je dis pas, c'est surtout pas pour défendre ni pour les accuser, mais il aurait pu prêcher dans le désert pendant bien longtemps, tant que les gouvernements ne se sont pas mobilisés, que le message a été juste ou non, trop tôt, trop tard, je veux dire, ça fait aussi partie de ça. Puis les gens avec qui j'étais, avec MSF, avec l'OMS, à Kaïlahoun, avant que ça déborde partout dans le reste du Sierra Leone, ils savaient très bien qu'est-ce qui se passait, puis ils savaient très bien que la situation était... ça s'en venait sur un scénario catastrophe. Maintenant, quand les appels sont pas retournés, jusqu'à ce qu'il y ait un élément le tipping point qui a été cette importation-là en Europe et parce que c'était en même temps, à peu près 2 jours d'intervalle, tu sais, c'est là où, là, mon Dieu, là c'est un vrai problème, tu sais, c'est... Bon, est-ce que si l'OMS s'en était mêlé, s'il avait pris, si, comme tu dis, c'est de la spéculation peut-être. Fait intéressant aussi, on a vu beaucoup, parce que tu fais je peux pas m'empêcher de le faire remarquer, on a vu beaucoup moins de VIP, puis de vedettes, puis de célébrités. Hein? On avait moins. On n'a pas vu de John Travolta cette fois-là. Puis MSF le dit, là, on ne peut pas porter la faute sur une seule organisation. L'OMS a été pointé du doigt, mais MSF aussi, on se pointe du doigt, on a fait nos erreurs. Toutes les organisations ont fait nos erreurs. On ne peut pas pointer seulement l'OMS. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Mais globalement, à l'international, pas juste l'OMS. Et c'est là qu'on remet le manque de régulation de la santé à l'international, le manque de leadership. Puis c'est là qu'il faudra se poser la question après. C'est pas pour accuser l'OMS ni aucune organisation. Ebola, ça fait peur, puis c'est une réaction normale. J'ai été au bout de mes questions, j'en ai plein d'autres, mais je voudrais, puis je suis content de voir qu'Abdoulaye est toujours parmi nous parce qu'il va probablement devoir quitter un peu plus tôt. Je ne sais pas si dans la salle, il y avait des questions, des commentaires, des clarifications. Je vois des mains levées. Donc, je vais laisser la parole et le micro à... Je peux la poser à voix haute. En fait, on vient d'en parler un petit peu. Toute la mise à l'agenda médiatique de la crise, on dirait que c'est là que ça a fait un peu de défaut. Tu sais, si on prend l'exemple d'Haïti, c'est des catastrophes qui sont extrêmement percutantes, ça s'en va tout de suite aux nouvelles, on en parle tout de suite. Avec Ebola, c'est une crise qui a monté tranquillement. Avec les conflits armés aussi en Centrafrique, souvent c'est des conflits qui prennent du temps avant d'éclater, puis il n'y a pas de moment percutant, sauf avec Ebola, comme vous l'avez dit. Quand le cas Atlanta a éclaté, c'est là que ça a frappé l'imaginaire. Pardon. Est-ce que vous retenez une leçon par rapport à ça pour, en fait, mettre ces crises-là à l'agenda plus rapidement, justement pour que l'opinion publique se mobilise et qu'il fasse bouger les gouvernements ou les organisations internationales? Mon nom verbal. Écoute, permets-moi de faire référence à ma formation en politique, tout ça. Puis pour moi, Noam Chomsky le disait, les médias, ils vendent un produit, ils vendent l'information. Fait qu'à partir de ce moment-là, je pense que s'il y a une voix qui devait être porteuse, c'est plutôt du côté des médias sociaux. C'est comme trouver une alternative pour la mobilisation de l'opinion publique, parce que c'est pas comme le problème des limites sur la recherche pharmaceutique vient largement du fait que c'est un modèle commercial. Fait que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de recherche. Comme il n'y avait pas de profit à faire jusqu'à maintenant dans les volets de recherche, bien, si on veut aller chercher de l'information, il faut mettre nos efforts ailleurs que dans
les vecteurs qui font l'information sur une base commerciale, dans le fond. C'est loin d'être une réponse, mais je pense que c'est un peu la voie. Puis on voit il y a quand même un capital de mobilisation qui peut se faire là, quand je peux pas dire encore c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'une campagne sur un réseau social marche ou marche pas, là, les ice buckets, puis ça me dépasse tout ça, mais il y en a. Fait qu'il doit y avoir une façon de justement de tap into cette ressource-là. C'est vraiment difficile à répondre à cette question-là, sincèrement. Tu sais, les médias, c'est du sensationnalisme, là. On veut de l'extrême. On peut aller sur le conflit syrien, là. Ça fait 4 ans, on n'en parle plus trop, là, parce que l'intensité, on l'a vu au début, le monde s'en est écœuré, puis on n'en parle plus, mais pourtant, il y a encore c'est encore d'haleine, là. Il y a encore des problèmes. Je ne sais pas ce qu'ils voudraient de plus sensationnalisme. J'ai l'impression que ça a sorti puis ça a intéressé les gens quand ils ont dit « Hey, c'est un virus, là, que le sang nous pisse par les yeux puis que le sang sort de partout. » Hey, là, c'est sensationnel. Puis là, ça a comme cliqué. Puis là, le monde a eu peur. Là, le monde Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient de plus parce que sur MSF, on a fait le VIH au début puis on a vu des gens mourir. Puis les gens qu'on a vu mourir du VIH sur 10 ans, là, on les a vus mourir sur 10 mois. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils voudraient de plus sensationnel, puis je ne saurais pas proposer à ce moment-ci comment faire. C'est justement le manque de régulation internationale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'international? Parce que des épidémies, des problèmes à l'international, on en a tout le temps. Personne n'en parle. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas de solution. Merci. Je vais essayer de parler plus fort. Bonsoir. Je vais essayer, mais je vais parler un peu des médias aussi, parce qu'on parle de communication. Pour moi, c'est l'arme la plus efficace d'ailleurs pour transformer les choses aujourd'hui. Et ma question, c'est par rapport aussi au maintien de la mobilisation de la communauté internationale, parce que l'Ebola n'a pas de monopole de la couverture médiatique, médiatique continue. Donc, on voit aujourd'hui la succession d'événements. Nous avons l'attaque de Charlie Hebdo, l'attaque du Parlement d'Ottawa, nous avons l'histoire de Boko Haram et d'autres problèmes qui aujourd'hui affectent aussi la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas là pour s'occuper de l'Ebola seulement, même si c'est un problème majeur. Et ma question, c'est est-ce que considérant, compte tenu de tous ces problèmes, de succession de ces événements-là, on peut penser que la communauté internationale se lasse un peu de son combat vis-à-vis de l'Ebola, ou vous pensez que la communauté internationale maintient son effort? Je pense qu'on oublie. En ce moment, là, la communauté internationale, c'est ce qui me fait extrêmement peur. Moi, ça fait 3 mois que je suis de retour au Québec, puis je suis en stage dans le milieu de la santé pour finaliser ma maîtrise. Puis ce matin même, un médecin qui est d'origine sénégalaise avec sa famille au Sénégal me disait « Ah ouais, tu fais une conférence Ebola, tu sais, c'est pas fini, c'est fini cette affaire-là. » Je dis « Ben non, il y a encore au-dessus de 150 cas par semaine. » Il dit « Ben voyons donc, ça a recommencé. » Ça n'a jamais fini. Fait que à l'international, c'est que Ebola, oui, c'est comme toutes les autres crises, on finit par le taire parce que à l'interne, chaque pays ont mis des structures et ont dit à leur population et leur communauté, on vous protège, ça vous arrivera pas à vous autres. Donc, quand on sait qu'on est protégé dans notre petit monde de Watt, on s'intéresse un peu moins, malheureusement, à l'étranger. Fait que quand on a vu au début qu'on n'était pas protégé, tout le monde s'est enflammé puis on a eu peur. On s'est intéressé un peu à ça. J'ai eu un oncle à Noël qui me dit « Toi là, t'es allé, là, c'est-tu vraiment si pire que ça? » J'ai dit 2 phrases, mais pas reparler de la soirée. Mais c'est quand on sent que notre sécurité est atteinte, personnellement, notre foyer à nous, qu'on réagit, malheureusement. Fait qu'en ce moment, la santé publique a dit « Stressez-vous pas, on sait quoi faire. » Moi, quand je suis revenue, on m'a appelé à tous les jours savoir mes températures parce que j'étais à risque modéré. Et tous les fois que je parlais avec un médecin ou une infirmière, je lui faisais de l'enseignement sur la prise en charge Ebola et comment se protéger pour ne pas l'attraper. J'ai appris à une infirmière que c'est pas 1 mètre, mais bien 2 mètres de distance que tu dois garder parce qu'elle m'avait conseillé de garder 1 mètre. Donc, tu sais, les patients, il y a des patients qui arrivent, qui se présentent dans les hôpitaux. Je veux pas stresser personne, mais
c'est pas vrai que le système de santé est prêt, parce que les médecins ne savent plus qu'Ebola est encore là. La personne qui arrive, qui se fait appeler, qui est à risque léger, qui a décidé que moi, là, je suis déjà stigmatisée chez nous, j'ai pas le goût de raconter que mon frère est décédé, pour qu'en plus, au Québec, je me fasse stigmatiser. Non, j'ai pas vu personne de malade. Risque élevé, devrait être appelé à tous les jours, ou peut-être même être mis en quarantaine à la maison pendant 21 jours. Ben, quand il va développer des symptômes là, ça ressemble à la grippe un peu, là, Ebola. Au début, là, j'ai le nez qui coule, je tousse un peu, je me sens vraiment fatiguée, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Bien, je vais me présenter là, à l'hôpital ou sans rendez-vous dans un CLSC. Là, je vais en infecter plusieurs avant d'arriver au médecin qui va peut-être me dire « Ben voyons, vous avez juste un rhume, là. C'est normal, au Québec, on fait tout ça des rhumes. » Mais on n'est pas protégé, on se sent protégé. Quand on se sent protégé, on ne s'intéresse plus à l'étranger. Juste rebondir, effectivement, je pense que cette année, particulièrement, l'agenda international était très rempli pour ce qu'on appelle communément la communauté internationale, sans trop savoir c'est quoi ou c'est qui, là. Mais ça me semble clair. L'autre élément aussi qui est le plus triste probablement de tout, c'est parce que c'est probablement que c'est un problème très africain et ça a très peu d'écho, à moins qu'il y ait des compagnies minières, ça a très peu d'écho dans les capitales occidentales. Donc ça, c'est une multitude d'éléments, effectivement, l'effet catastrophe, mentionné tout à l'heure aussi. Donc il y a plein de facteurs. S'il ne se passe rien cette journée-là, ça va sortir. Si Piquet-Souban se fait échanger, c'est sûr que ça ne sortira pas. Donc c'est une panoplie de facteurs qui va faire en sorte que l'information va être ou ne sera pas dans les médias et va être récupérée par quelqu'un. Oui, Roch. Au-delà de la crise humanitaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de relayer le dossier ou l'enjeu au développement? En réalité, c'est peut-être peut-être pas une solution, mais une voie en tout cas pour progresser. C'est qu'il y a un effort de développement qui soit orienté sur les systèmes de santé, en Afrique de l'Ouest, particulièrement les 3 pays en question, rebâtir les systèmes de santé avec un appui, avec une aide au développement plus consistante et à plus long terme. Peut-être que la crise humanitaire, à ce moment-là, pourrait trouver une fin, pas immédiate, mais à moyen terme. C'est un peu ce que ça fait écho au propos que je tenais plus tôt, justement, sur l'importance d'assurer une infrastructure et l'accès à la santé en amont des crises plutôt qu'en aval pour essayer de développer des réponses d'urgence. Cependant, dans un monde où les ressources sont limitées, c'est là qu'est toute la difficulté, justement. C'est qu'il y a de l'argent pour les crises, très peu d'argent pour les prévenir. Moi, je travaille avec Médecins sans frontières, mais je suis donatrice avec 2 organisations à développement. Parce que nous, on fait de l'urgence, on arrive sur un problème médical d'urgence, on va pallier à la crise, mais après, on fait pas le développement long terme, même s'il y a des endroits où on reste longtemps. Donc, quand on me demande « mais pourquoi tu ne donnes pas à MSF », je dis « moi, je travaille pour eux autres, mais quand on part, ils ont besoin d'un développement, puis d'un encadrement, puis d'une structure qu'on ne peut pas leur donner, nous autres. » Oui, vous disiez qu'avant la crise, les systèmes de santé sur place étaient déjà faibles. Et en fait, je voulais savoir sur le long terme ce que la crise a eu sur le système. Dans le long terme, comment on va pouvoir reconstruire les conséquences que ça a eu sur le système de santé et sur les autres maladies, bon, je suppose comme la malaria, etc., dont on a moins pu s'occuper. Système de santé dans les 3 pays ont perdu plus que 500 professionnels de la santé. Donc déjà sur des systèmes de santé qui n'avaient pas beaucoup de professionnels, et même il y a des professionnels que je vous dirais, une infirmière ne sait pas mettre une voie veineuse pour plusieurs. Donc ils vont avoir un gros manque de professionnels de santé. Ensuite, il peut y avoir des hôpitaux, mais la confiance de la population envers les hôpitaux, ils ont peur d'aller dans les hôpitaux maintenant puis de se faire infecter. Pour eux, c'était des endroits où on pouvait s'infecter avec Ebola. Donc, la confiance envers le système de santé, il est détruit, il est perdu. Donc, ça va être tout à reconstruire. Puis après ça, ça va être de mettre en place justement une surveillance épidémiologique et des mesures en place simples de précaution, des mesures de base pour l'éventualité d'une autre crise. Comment on réagit, nous, les professionnels de la santé. Mais
ça va être un travail... on a les 10 000 cas de décès, là, mais on ne parle pas des femmes avec complications à l'accouchement qui sont décédées chez eux parce qu'il n'y avait pas de service de maternité. Là. Fait que 10 000 cas directs d'Ebola, mais combien de milliers de cas indirects par la fermeture du système de santé puis le collapse? Comme j'avais en conversation avec Abdoulaye avant, les 10 000 cas, c'est encore ceux qui ont été officiellement recensés. Certains multiplient par 2 voire 3 le nombre officiel de cas et de morts. Donc ça peut, entre 50 et 75 000 serait probablement le chiffre officiel de cas, et probablement peut-être 20 à 30 000, on spécule, mais il y a beaucoup de gens qui restaient chez eux, qui étaient évidemment, pour tout ce qu'on vient de discuter, qui n'ont pas participé aux statistiques, malheureusement. Abdoulaye? Moi, j'aurais eu une autre question, parce que jusqu'à présent, on s'est posé la question sur comment l'aide humanitaire, les organisations internationales peuvent aider à rebâtir le système de santé ou impliquer d'une certaine manière. Mais je pense que tu as soulevé au départ quelque chose d'intéressant, c'est que ces pays, ce sont des pays qui sont souverains. Donc, ils ont des budgets de fonctionnement. Il y a une crise, principalement parce que l'exemple de la Guinée, le budget, c'est 3% du budget qui est dédié à la santé. Est-ce qu'on ne devrait pas pousser un peu à ce niveau-là, une pression internationale, mettre la régulation pour avoir au moins 10%, 15% minimum dans les budgets nationaux, pour essayer de rebâtir directement à partir de l'interne, avant de viser à faire venir à travers les missions internationales un peu plus, qui va prendre beaucoup plus de temps. Comment je dirais, c'est la mesure à prendre pour arriver à l'objectif dont on parlait d'avoir de l'infrastructure au niveau de santé. Je veux dire, ça passe par la volonté politique des pays où ça passe pas. Je veux dire, on peut s'évertuer comme agence humanitaire, comme réseau, comme communauté internationale. Tant que les décisions et l'engagement politique n'est pas là, on frappe à des portes qui sont fermées. Donc oui, évidemment, c'est très souhaitable. Maintenant, quels seraient les moyens de pression ou les points de pression pour justement avoir des engagements réels et effectifs? Malheureusement, la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt? Quand on regarde la façon dont les réponses se sont développées, le manque, l'apathie au début de la crise, la réaction basée sur la peur, les mesures qui se sont prises, est-ce qu'il existe vraiment une volonté politique de la communauté internationale de mettre ses membres, les États souverains, un peu face à leurs responsabilités? On peut parler, ça je pense, c'est une grande discussion qui vaut, je veux dire, l'Ebola s'inscrit là-dedans, mais ça va bien au-delà aussi de la réponse. Il va y avoir juste, tu sais, les organisations vont être là, mettons pour Médecins sans frontières, on a déjà ouvert je me souviens plus à quelle capitale, là, mais un hôpital pédiatrique, parce qu'il y avait vraiment un réel besoin en ce moment, et bon, pour essayer d'aider. Mais le temps que le système de santé se reconstruise, on ne doit pas rester là pour prendre leur place. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais est-ce que le temps où est-ce qu'on commence à se reconstruire et que toutes ces politiques-là se créent, on va laisser la population et les gens ne pas avoir accès à aucun soin de santé, on ne pourra pas tout faire, les organisations. Mais je pense qu'il va falloir au moins offrir un minimum de standards pour aider après ça au gouvernement et aux professionnels de la santé, de leur former des nouvelles infirmières qui sont décédées, de leur former des médecins. Il va y avoir un besoin, mais pas à long terme. Je pense qu'en fait, le problème structurel dont faisait référence Jean-Pierre tout à l'heure et la triste grande conclusion de tout ça, le gain en capital politique d'une annonce faite par n'importe quel gouvernement d'aider lors d'une catastrophe est beaucoup plus important que de celui de dire je sais pas, on a investi 50 millions de dollars dans la prévention des ouragans dans les Caraïbes, sachant très bien qu'il va en avoir 50 dans les 50 prochaines années. On ne fera pas ça, on va attendre d'investir peut-être la moitié d'ailleurs de cette somme en réponse, où là par contre on a une annonce officielle avec des médias qui vont être dans la salle pour nous écouter. Alors, on est prisonnier de ce système-là. Déjà, au moins, il y a une prise de conscience, au moins dans cette salle ce soir, c'est déjà bien. Mais je voudrais que globalement, si on regarde là, dans l'expérience, dans les 20-25 dernières années, depuis l'arrivée de l'humanitaire média, là, de We Are the World jusqu'à maintenant, c'est un peu le constat où effectivement, il y a une association médias humanitaires et politique qui n'est pas toujours, dont les momentum ne sont pas toujours ceux qui devraient être là,
qui sont en réponse souvent à des crises qui n'en ont pas beaucoup nécessairement de besoin. Il y a des crises qui ont été surmédiatisées, surfinancées, trop, beaucoup trop. Mais la majorité des crises, de mémoire, je pense que c'est 50% des crises seulement reçoivent un minimum de fonds. L'autre moitié, on n'en entend même pas parler. Donc, c'est malheureusement la situation. Alors, écoutez, je veux pas qu'on termine sur quelque chose de trop négatif. Je pense que ce qui est bien, c'est que au moins comme système, comme être humain, on est capable d'avoir ces conversations-là avec des organisations qui se portent au jeu de manière très honnête et très volontaire. Jean-Pierre, Marie-Michel, merci énormément de votre collaboration. Abdoulaye également, merci de ta participation. Je pense que le message d'ailleurs est passé de cette interaction possible-là entre les diasporas. Les contacts se font malheureusement pas naturellement, mais il pourrait se créer effectivement, surtout dans des cas où la sensibilisation, la communication est nécessaire. Et on sait qu'avec les téléphones aujourd'hui, les échanges d'argent, etc., il y a énormément de contacts et effectivement, il y a quelque chose à regarder là. Je vous remercie beaucoup dans la salle. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'était d'essayer d'avoir cette réflexion-là ensemble. L'Observatoire, on fait régulièrement ce genre d'activité-là avec toutes les organisations qui veulent se prêter au jeu. On n'est pas si méchant que ça au bout du compte. Mais par contre, je vous dirais que ça n'existe pas ailleurs au Canada, ces conversations-là entre humanitaires, chercheurs et le public en général. Il y a eu des conversations avec certains médias aussi dans les derniers jours et semaines sur l'événement comme tel. Donc, ça crée quand même on relance au moins la situation. Bon, là, il y avait un triste anniversaire, ça faisait 1 an que les premiers cas étaient recensés, mais quand même, c'est important de dire que c'est pas parce qu'on n'essaie pas. Alors, encore une fois, merci énormément de vous être porté au jeu, c'était très apprécié. Et je vous applaudis, j'espère que vous vous joignez à moi. Merci beaucoup. Par ailleurs, on avait commandé beaucoup trop de bananes et d'oranges, à ce que je vois. Et comme j'ai pas l'intention de partir avec ça ce soir, pas plus qu'Aurore, vous êtes évidemment invité à prendre un café et à prendre une sucrerie avant de quitter. Servez-vous. Bonne soirée.